La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le mardi 30 octobre 2018. Nous sommes à un jour moins un de la fête des Guédés en Haïti. La fête des Guédés qui se fait le 1er et le 2 novembre, qui est notre façon, à nous, de la culture haïtienne, dans notre culture que représente le vaudou, d'établir une relation avec l'au-delà, d'établir une relation avec les morts. Et nous avons un spécialiste qui est avec nous pour parler d'un sujet dans un domaine très rarement discuté en Haïti, la parapsychologie. Mais on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que le café a un format. Sans perdre de temps, on va se mettre debout pour entonner la dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. On poursuit la programmation avec la chanson fétiche de Café Philo de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
libertario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien, comme je le dis souvent quand je suis en train de modérer un panel à Café Philo, nous à Café Philo, on associe les mots aux images et aux sons. En ce sens, je tiens à vous inviter à regarder méticuleusement une intervention qu'avait fait le docteur Philippe Charlier, qui est le dernier médecin anthropologue français, bien sûr, à avoir travaillé sur le sujet de la zombification en Haïti, à une émission. Je crois que ça a duré plus d'une dizaine ou 11 minutes approximativement. Et je demande à Gaël de nous laisser visionner cette intervention. Merci. Merci. Nous avons décidé ce soir de parler de zombification en Haïti et de privilégier un domaine ou une discipline. Parce que ordinairement, quand on parle de zombification en Haïti, c'est d'abord l'affaire des médecins. Ensuite, on peut dire que c'est l'affaire des juristes. C'est notamment l'affaire des sociologues et des anthropologues. Parmi les médecins, Philippe Charlier est médecin légiste. Parmi les juristes, vous avez 3 mémoires qui en parlent à la faculté de droit des sciences économiques de Port-au-Prince. Le mémoire d'Éric Dubos, la problématique juridique du zombie, le mémoire de Franz Moïse, zombie et législation de la société haïtienne, et vous avez le mémoire de Marie-Ange Fils-Aimé. Quelques considérations sur le socio-fétichisme en Haïti. Mais c'est aussi l'affaire de sociologues. Quand vous prenez le livre de la UNEC, le barbare imaginaire, il en parle beaucoup. C'est aussi l'affaire des anthropologues. Alfred Métro, dans le Vaudois haïtien, a consacré quelques pages à la question de la zombification en Haïti. Et Deïta, non pas comme anthropologue, mais comme folkloriste, on parle de la légende des rois et dans Mon pays inconnu, tome 1 et tome 2. Mais on n'entend jamais parler d'approche parapsychologique de la zombification. C'est en ce sens que je me suis concerté avec le comité de Café Philo et j'ai proposé au comité qu'on fasse intervenir le docteur Franz Bernardin sur la question.
Vous venez de voir le long exposé et les commentaires du Dr Philippe Charlier, qui d'ailleurs est en Haïti. Mercredi dernier, il a fait une intervention, il a fait une présentation au Bureau national d'ethnologie. Bon, en ce qui me concerne, je l'ai trouvé un petit peu sur la défensive et il a semé pas mal de troubles dans l'esprit de certains de ses auditeurs et nous ne sommes sentis pas trop satisfaits comme étudiants ou comme professeurs à la faculté d'ethnologie. Nous avons pensé qu'il serait intéressant qu'on puisse privilégier une autre approche, voir le sujet dans un domaine qui est très peu traité en Haïti, pour ne pas dire pas traité du tout. Et c'est en ce sens que nous avons fait appel au docteur Franz Bernardin, qui est médecin de formation, qui est aussi psychologue, et qui a étudié la parapsychologie en France et au Canada. C'est quelqu'un qui est aussi très versé dans le domaine des sciences de l'éducation. Et le docteur Franz Bernardin connaît la parapsychologie et pendant 30 minutes, il va nous faire une approche parapsychologique de la zombification. Mais avant de lui céder la parole, j'aurais voulu donner une définition de la parapsychologie. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition, on pourra toujours corriger. On peut dire que la parapsychologie, c'est un domaine qui fait une étude scientifique de la magie. Et la parapsychologie, avec Michel Curcio, a pris naissance à partir du moment que les psychologues se sont rendus compte qu'il y a des phénomènes que ne maîtrise pas l'esprit humain et qui semblent aller au-delà même de l'esprit humain. Docteur, nous sommes à vous pendant 30 minutes. Ok, merci. Quand on parle de parapsychologie, on entend généralement une discipline qui va au-delà de toutes les autres disciplines, qui fait un travail d'intégration pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre certains phénomènes considérés dans le passé et même aujourd'hui comme des phénomènes surnaturels, des phénomènes miraculeux, préternaturels, comme on veut. L'essentiel pour nous, en tant que parapsychologue, c'est d'aider, c'est de permettre que vous arriviez à comprendre ce qu'est un phénomène paranormal au regard du miraculeux et du surnaturel. Disons carrément que le parapsychologue n'accepte pas la notion de surnaturel. Ce n'est pas qu'il rejette cette notion, non. Le parapsychologue met la notion de surnaturel et de miracle entre parenthèses. Pourquoi? C'est parce que, étant donné que nous ne savons même pas tout ce qui est naturel, comment vouloir étiqueter de surnaturel des phénomènes non encore expliqués, non encore compris? Peut-être ce sont des phénomènes dits surnaturels dans l'état actuel de la connaissance, dans l'état actuel de la science. C'est pourquoi nous nous montrons très prudents s'agissant de parler du miracle et du surnaturel sans toutefois les nier en bloc. Ceci dit, le parapsychologue, c'est quelqu'un doué d'un esprit ouvert. Il va au-delà des données anthropologiques, des données sociologiques, des données médicales et toutes les données que l'on avance généralement pour expliquer un phénomène, notamment celui qui nous intéresse ce soir, à savoir la zombification. C'est quoi la zombification? Tout le monde le sait, on le dit. Mais il y a une ancienne explication, une ancienne interprétation de la zombification qui est mise un peu de côté avec la découverte du poisson globe, la TTX, qui est maintenant cette fameuse substance que René Toussaint appelle la substance Z. Donc avec cette fameuse substance, on finit par plus ou moins comprendre le phénomène de la zombification avec l'effet de la tétrodotoxine. Mais pour le parapsychologue, ce n'est pas suffisant cette explication. Ce n'est pas suffisant dans la mesure où c'est quelque chose de trop facile, de trop schématique. Il y a tellement de poissons. Par exemple, au Japon, on en mange. Ça peut provoquer des problèmes, mais ça ne tue pas. Comment se fait-il qu'en Haïti, le poisson globe, le poisson foufou, comme on l'appelle, puisse tuer?
Donc, il y a autre chose à côté qu'utilisent par exemple les bocors ou bien les zombificateurs, si vous voulez, leur permettant de pouvoir agir sur la personne ciblée de façon à ce que le mécanisme ou bien ce qu'ils font réussisse. Nous voulons être clairs avec vous. Phénomène zombie, ça, phénomène zombification, ça, nous sommes capables de dire en peu de mots, la science en pile problème. C'est ça qui fait un regard parapsychologique sur lui. Dire maintenant que le zombie ou classé dans la catégorie des morts vivants, ce n'est pas tout à fait vrai. Mort vivant. Deux concepts apparemment opposés. Peut-être capable de considérer l'état maintenant, ce qu'on appelle le zombie, comme un état de pré-mort. Comprenez bien le jeu de mots. Pré-mort. Il n'est pas mort, mais comme il n'est pas vivant, dans le sens classique, dans le sens traditionnel, il est pré-mort. Mais il y a d'autres explications toujours possibles, à savoir, celui qui a avancé, c'est un éthologue français, c'est Rémi Chauvin, qui a dit qu'il existe aussi un autre état de la vie, c'est l'état de suspension de la vie. La vie est en suspense. Dans ce cas-là, il a pris un exemple, c'est un insecte qu'on appelle le tardigrade. Le tardigrade, maintenant, quand il y a de haute température, il séche. Il réduit. Tout petit, c'est comme s'il n'y avait aucun liquide, il n'y a aucune trace de vie apparemment. Mais quand on jette un peu d'eau sur le tardigrade, un petit insecte très petit, il se gonfle, et puis il s'en va. Il n'était pas mort. Il n'était pas vivant non plus, mais il y avait tout simplement une vie en suspens. C'est pourquoi l'état de suspension de la vie, nous avons tendance à considérer l'état, le zombie, comme un état de suspension de la vie. Ça, c'est une approche hypothétique qui n'est pas encore prouvée parce que l'expérience dont nous parlons ici concerne tout simplement un insecte. Mais on peut aller encore plus loin pour mieux comprendre le phénomène. Mais quand on parle de mort apparente, c'est un véritable problème, difficulté pour les scientifiques maintenant de percer, de comprendre ce qu'on appelle la mort apparente. Quelqu'un qui est apparemment mort. Comment? Or, être apparemment mort, ça veut dire, premièrement, les éléments de base, les éléments maintenant utilisés dans la médecine. Par exemple, on prend un stéthoscope, un électroencéphalographe, un électrocardiographe. Ça n'arrive pas à percevoir les moindres signes. Tellement maintenant le métabolisme est très bas, son bas niveau, on ne peut pas les détecter. C'est pour cela maintenant qu'on arrive à inhumer la personne en état de mort apparente et que les bocors, tous ceux qui sont liés à ce bocor, tous ceux qui font partie de l'équipe, tous ceux qui font partie maintenant de la société ou du groupe, savent ce qu'ils font et puis nuitamment, ils vont pour essayer, pour faire sortir le mort, comme on a dit, le mort, entre guillemets, bien entendu, afin qu'il reprenne, pas ses activités coutumières, pas ses activités habituelles, afin qu'on l'utilise comme s'il s'agissait d'un esclave. Là encore, il y a une dimension que on ne va pas accepter de ma part. C'est comme s'il y a une dimension comme si coloniale dans cette affaire-là. C'est comme si on veut utiliser l'esclave, le zombie, comme les colons savaient utiliser les esclaves. Là, ça, c'est un autre aspect de la question qu'on pourra approfondir peut-être chemin faisant. Autre chose encore, c'est que quand nous parlons de zombies, zombification, généralement, on pense à la tétrodotoxine, mais il y a aussi une autre manière d'approcher le problème. Et si on pouvait arriver au même résultat par d'autres moyens, par d'autres voies? René Toussaint, dans son petit livre, a écarté l'hypothèse d'une action psychique sur une personne pouvant la réduire à l'état de zombie. Mais on ne peut pas écarter scientifiquement une hypothèse qui demeure plausible. Parce qu'il se peut qu'il existe un moyen, il existe une façon pour le chercheur, pour celui qui s'intéresse au phénomène, d'agir à distance sur la personne afin qu'elle devienne un zombie. On se rappelle, ceux qui lisent la littérature et parapsychologie en général, connaissent l'expérience de Charles Richet, le professeur Charles Richet,
Charles Richet, un ami de Dr. Louis Mars, en France, il a fait une expérience, il était maintenant jeune médecin, il est en compagnie d'un ami, et puis on discutait de la possibilité de l'hypnose, de la capacité des gens de pouvoir hypnotiser à distance, etc. Et puis, son ami lui dit, eh bien, bon, fais-moi. Il a essayé d'hypnotiser à distance une patiente. Étant donné que 5, 10, 15 minutes passent, sans qu'il y ait de résultat, son ami lui dit, ah, mon choix, il a échoué, papa. Parce qu'on t'a dit, tu as fait le là, à distance. Et puis, quelques temps après, qu'est-ce qu'on remarque? Il remarque que dame a marché dans tout le couloir. Et puis, il y a une employée de l'hôpital qui vient dire au docteur Richet que il y a une dame qui vous cherche. Il dit, comment? Il dit, oui, il y a une dame, mais malheureusement, elle ne sait pas où vous êtes, c'est pourquoi maintenant elle ne vient pas auprès de vous. Et puis, on a considéré l'expérience comme réussie. Mais avec un peu de retard, avec une sorte de décalage dans le temps. Quand j'évoque la possibilité d'une action à distance pouvant provoquer le même phénomène, le phénomène qui nous intéresse, je pense immédiatement à ce qui se passe, surtout ce qui se pratique dans les pays, en Hawaï par exemple. Il y a ce qu'on appelle, il y a une cérémonie qu'on appelle le Ana Ana, la prière de mort. Le groupe se réunit et on commence à prier pour que celui qui est ciblé puisse passer de vie à trépas. Et la personne ignore ce phénomène, ignore maintenant ce travail qui se fait. Et puis, quelques minutes après, la personne ne se sent pas bien, elle rentre chez elle, et puis peu de temps après, c'est la mort. Ici, il y a une explication assez délicate que je dois fournir parce que je résume. C'est très important. Dans le cas, par exemple, de la zombification, on peut considérer le phénomène si on utilise le langage de la physique classique, c'est un phénomène local. Phénomène local en ce sens qu'il y a un déplacement. Déplacement de la personne, déplacement de l'équipe, déplacement des gens maintenant qui vont utiliser ce qu'on appelle le poison à utiliser. Il y a un déplacement de gens. Mais dans le cas de la prière de mort, il n'y a pas de déplacement. C'est comme si on fonctionnait dans un univers non local selon l'explication apportée par le théorème de Bell, à savoir que si deux particules se trouvent en contact à un moment donné, le contact restera quelle que soit la distance qui puisse séparer les deux particules. Donc on a intégré cet aspect du problème. Si à ce niveau-là, on voit que la relation est toujours possible. On peut dire oui, mais cependant, après le théorème de Bell, il s'agissait particulièrement du monde subatomique. Oui, c'est le monde subatomique. Mais ce n'est pas seulement le monde subatomique. Par exemple, si vous êtes là, ici, et puis vous pensez à votre enfant qui est en danger rapidement, et puis vous vous rendez chez vous, vous voyez que l'enfant était en danger. Dans ce cas maintenant, il n'y a pas de transmission d'énergie. C'est rapidement que vous allez, rapidement sans problème. C'est comme si la notion d'espace n'existait pas. Vous vous rendez compte de ce qui arrive. Et ceci, et même ce qu'on appelle les réactions télésomatiques. Une mère peut avoir par exemple des bleus ou bien encore d'autres choses, d'autres signes qui apparaissent sur son bras, son corps, et quand son enfant est en difficulté. Il y a des pères aussi, ça arrive. Il y a par exemple un mal de dents. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a des personnes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus prédisposées à ce genre de phénomène. Ces personnes réagissent avec beaucoup plus de rapidité, s'agissant de ce qu'on appelle de phénomènes télésomatiques, des actions à distance, mais qui agissent sur le corps. Donc on peut en quelque sorte généraliser, en tenant compte du fait que le ana-ana agit. La personne maintenant qui en est victime ignore tout, mais le phénomène se fait sur le plan non local, contrairement à l'action zombie qui se fait sur le plan local, déplacement de gens, il faut connaître les gens, il faut situer, il faut mettre quelque chose. Là, il n'y a pas de problème. Mais on a pu se rendre compte, généralement, pour que ces choses-là, ces phénomènes arrivent, ça entre dans le cadre d'une culture.
on est membre de telle culture, on partage certains éléments de la culture. C'est ce qu'on appelle la micro-réalité. Il y a une micro-réalité qui n'est pas la réalité globale, la grande réalité, mais cette réalité que nous vivons nous-mêmes en groupe, en sous-groupe, parce que la réalité totale, très souvent, nous la voyons. Mais cette réalité, cette micro-réalité, cette petite réalité qui nous enveloppe, qui détermine nos comportements quotidiens, ça mérite une attention très, très, très spéciale, en ce sens que l'homme n'est pas limité, comme on le croit. L'homme a de grands pouvoirs. Parfois, il ignore s'il a de grands pouvoirs. On peut agir à distance, mais ça dépend maintenant des talents, des dons de la personne. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, à moins maintenant de cultiver ce don pour qu'il devienne effectif chez certaines personnes. Donc, l'essentiel pour nous, c'est la zombification n'est pas seulement un phénomène purement biologique ou naturel, si vous voulez. Ça va agir sur le cerveau, oui, c'est vrai. On connaît maintenant l'action virulente de la tétrodotoxine, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi de fortes possibilités pour que l'on agisse sur les chances, sur les personnes, par le biais du mental. Mais tout le problème se pose à ce niveau. Comment se fait-il qu'il puisse exister des gens ayant un potentiel ou bien de malfaisance, ou bien de négativité, de façon à pouvoir détruire les autres? Ça, c'est une grande question. Par exemple, un fort potentiel, un potentiel élevé de façon à maîtriser et à détruire. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur cette question assez capitale, ce potentiel-là de négativité, de pouvoir faire le mal. Un jour, en cherchant, j'ai vu un passage dans la Bible qui m'a vraiment intrigué. Je crois que c'est dans le 2e livre des Rois, si j'ai bonne mémoire, au chapitre 2 ou bien chapitre 4, je ne me souviens pas. Il y a par exemple quelques enfants qui se moquaient d'Élisée. Tête chauve, tête chauve, tête chauve, tête chauve. Il s'est mis en colère, fâché, outre mesure, et puis il a invoqué Dieu, et puis des ours sont venus et ont dévoré 42 enfants. Comment? Ça, là encore, c'est un potentiel qu'il a. On peut dire, bon, réellement, s'agissant d'Élisée, bon, c'est différent par rapport aux autres. Je comprends très bien cette interprétation. Mais il faut dire que le potentiel est là. C'est à l'homme de savoir comment l'utiliser, ou bien pour la zombification, ou bien pour le bien des gens. Mais pour la zombification, on peut dire que ça entre dans le cadre d'une forme de justice, comme on le sait, tout comme le coup de poudre aussi, comme l'a étudié Marie Medec. Il a dit que le coup de poudre entre dans le cadre de cette même forme de justice, étant donné que notre système est déficient, c'est ce qui arrive. Et avec la zombification, et avec le coup de poudre. Mais là encore, il peut y avoir des erreurs. Parce que j'ai entendu quelqu'un récemment, quelqu'un qui s'y connaît, parler d'une erreur commise récemment sur une personne qui est morte, qui est devenue zombie, alors que cette personne était innocente. Donc, c'est un problème assez complexe, assez sérieux, qu'il importe maintenant de comprendre que l'homme n'est pas limité par son chapeau et ses souliers. Il est davantage que cela. Il peut réaliser de grandes choses. Il y a l'aspect biologique, l'aspect avancé par les médecins, par les anthropologues, si vous voulez, est d'une importance capitale. Mais il y a aussi l'autre aspect, celui qui met l'accent sur les forces de l'homme, sa capacité, ses dons paranormaux, si vous voulez, de façon à pouvoir réduire les autres à l'état de choses. Ça, c'est toujours mauvais du point de vue moral, mais dans ce domaine-là, peut-on parler de morale, peut-on parler d'éthique? Parce que comme nous savons que l'éthique et la morale relèvent de notre domaine. Mais ici, c'est celui qui agit, c'est celui qui fait les choses, qui doit penser exactement à ce qu'il fait, à ses conséquences, parce qu'il n'est pas sage de faire ces choses. Il y a par exemple, on a parlé de quelqu'un qui avait cette capacité-là de transformer, mais ce n'est pas un Haïtien, je ne sais pas s'il existe en Haïti, de tels hommes. Il avait la capacité, quand on lui donne par exemple du sperme, il avait la capacité de se concentrer et puis les différents spermatozoïdes sont morts sur le champ. Là encore, c'est quelque chose de très cocasse, vous allez dire. Mais c'est un don exprimé à un certain niveau. Mais si par exemple cette même personne-là, ayant la même capacité, cherche à approfondir maintenant ce don, il pourra faire des malheurs.
Il pourra même empêcher maintenant que des enfants naissent. Parce que si on détruit, les spermatozoïdes deviennent inactifs, là, c'est un véritable problème. De sorte que nous sommes capables de dire que nous nous intéressons certainement aux zombies toxiques de l'homme, de Xavier, Philippe, mais nous nous intéressons surtout à l'aspect psychique, à l'aspect mental, à l'aspect paranormal du phénomène. Mais c'est à nous de savoir comment guider nos pas, comment réfléchir, puisque nous vivons. Ici, il est dit fabriquons le collectif. Si nous voulons fabriquer le collectif, nous ne devons pas utiliser ce que nous avons comme capacité mentale, comme capacité psychique pour pouvoir détruire les autres, parce que nous devons aller de l'avant. C'est là l'essentiel de mon intervention pour ce soir. J'attends les questions. Merci. Moi, je ne dirai pas plus. Je suis curieux de voir comment va se dessiner ce débat. Mais bien avant, oui, bien avant, comme vous le savez, on va devoir prendre une pause musicale. Et si ceci, on prend cette pause avec Ram Baron. De retour après la pause musicale, nous allons maintenant passer à la partie qui me semble être la plus intéressante dans le cadre de cette activité, la partie que j'appelle partie heuristique, dans la mesure que ça peut même générer des recherches. Et j'ai 2 lots de personnes à appeler. Je commence par le premier lot qui comprend Rav Jean-Baptiste, Philippe Junior Volmar et Carl Christo. J'appelle sans perdre de temps Rav Jean-Baptiste. Bonsoir à vous tous et toutes. Merci au docteur Franz Bernardin et à notre ami, membre également de Café Philo, l'homme, pour cette modération. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans votre intervention, qui vient de notre ordre, qui vient des conversations, si l'on peut dire, et qui semble faire l'objet d'unanimité. Précisément, j'ai parlé à quelques personnes qui investissent le lieu de l'ésotérisme et qui s'intéressent expérientiellement à la zombification, qui me disent que pour eux, la zombification est liée à ce que John Rawls appellerait la justice distributive, dans la théorie de la justice. Dans la mesure où celui que l'on zombifie, à un moment donné, est devenu cela à la suite d'un processus qui inclut toute une assemblée, notamment des membres de sa famille, des amis, des proches, et qui se mettent d'accord, parce que c'est essentiel que tout le monde se mette d'accord pour que ce mauvais sort lui soit jeté, à la suite d'un acte que l'on qualifierait d'immoral, en tout cas d'un acte mauvais du point de vue moral qu'il aurait commis. Évidemment, ça pourra aider à enrichir le débat en termes de perspective, même si vous êtes inscrit précisément dans votre intervention dans un lieu qui est celui de la parapsychologie. Et ça ne peut ne pas me faire venir à l'esprit, précisément sur la question de la morale, le code d'honneur d'Anthony Kwame Appiah, qui est un philosophe politique, qui parle du fait que, à l'instar des révolutions scientifiques, dans ce livre, les révolutions morales doivent nécessairement prendre en compte le changement des comportements moraux, si vous voulez, dans la mesure où, si vous vous interrogiez, comme vous le faisiez à l'instant, sur ce qui invite les individus à avoir des comportements aussi méchants, entre guillemets, à ce moment-là, je pense que Appiah est d'entrée de jeu dans le débat, et il faut bien se demander dans quelle mesure, effectivement, pour finir, cette forme de révolution morale pourrait, dans une assez large mesure, contribuer à changer la conception sur la question précisément de la zombification. Merci. Merci beaucoup. Ce qui m'inquiète dans l'exposé, c'est le fait de parler de parapsychologie et en même temps de parler de moralité. Si on se situe dans la logique scientifique, le mal et le bien n'ont aucun sens comme concept. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est le fait de présenter la parapsychologie comme une science en soi. Or, c'est l'utilisation de diverses pratiques scientifiques pour étudier des phénomènes qui lient le psychisme et le monde réel, ou une probable interaction entre ces deux éléments.
Donc, ce qui m'inquiète, c'est déjà le côté moral de la chose et ensuite le fait que les études parapsychologiques déjà qui ont été faites sur les phénomènes psychiques, entre guillemets, révèlent la plupart du temps que les résultats, par exemple, d'un médium ne sont pas plus comment pourrais-je dire, plus pertinents que le hasard. La plupart du temps, c'est ce que l'on découvre. Le fait de deviner ce qu'il y a, quelle carte et alors quel symbole ou quel chiffre se trouve sur une carte qui est retournée, les probabilités pour quelqu'un qui se prétend être médium de tomber exactement sur ce chiffre ne sont pas plus élevées que les probabilités que ce soit du hasard. Cela veut dire que du point de vue scientifique, on ne peut pas dire qu'il y a réellement un effet parapsychologique. Ensuite, il faudrait aussi démêler le parapsychologie et la psychosomatique qui s'applique par exemple dans les cas des effets placebo qui n'ont rien de surnaturel mais qui rentrent vraiment dans le champ de la science. Ce que je veux éviter, c'est que, ou ce qui me fait peur, c'est que déjà dans notre pays à culture où l'on croit dans les trucs surnaturels, que l'on pense qu'il y a une science qui confirme qu'on peut, par exemple, zombifier quelqu'un sans utiliser des méthodes physico-chimiques. Merci. Ah, ok. Je vous dis bonsoir. Ok, bonsoir. Je voudrais juste avoir une certaine précision sur le Ana-Ana. Est-ce que c'est local seulement chez les Hawaïens ou est-ce que toutes les personnes qui font de la zombification dans le monde utilisent ce processus? Je commence avec celui qui a parlé de justice distributive. Non, allez-y, Okay. Vous avez 5 minutes. Nous commençons avec celui qui a parlé de justice distributive et nous avons fait allusion à cet aspect du problème parce que nous savons très bien que qu'est-ce qui arrive? Il y a environ 5 ou 7 raisons poussant les beaux corps ou bien encore ceux qui leur sont liés à frapper sévèrement certaines personnes en les transformant en zombies. Premièrement, nous avons ambition, réussite matérielle excessive au détriment de la famille et des personnes en charge. Deuxièmement, manque de respect pour ses semblables. Troisième, enlever la femme d'un autre homme. 4, nuire à des membres de la famille de quelqu'un. Et enfin, affaire de terre, toute action qui empêche injustement quelqu'un d'exploiter une terre. Ça entre dans le cadre d'une justice sommaire, d'une justice primaire en quelque sorte, je dirais plutôt primaire. Il y a une façon de résoudre le problème, étant donné que notre système judiciaire est déficient. Mais il revient maintenant aux citoyens, d'abord, à l'État ensuite, d'ajuster des réformes judiciaires, de permettre que la justice fasse son travail de façon à satisfaire les justifiables, tous ceux qui sont en difficulté. Dans ce cas-là, maintenant, il n'y aurait plus de problème avec maintenant ceux qui font, et ceux qui sacrifient les gens, ceux qui transforment les gens en zombies. Maintenant, on va mettre de côté cette affaire, on va développer ce qu'on appelle un savoir-vivre, ce qu'on appelle une harmonie entre les gens. Dans le cas maintenant, s'il n'y a pas de cette harmonie, s'il n'y a pas cette entente entre les membres d'une même population, les membres d'une même communauté, le même problème restera. Et si on va plus loin avec celui qui a parlé de la parapsychologie n'est pas une science en soi. Non, je ne l'ai pas dit. C'est une discipline qui fait l'intégration de différentes sciences pour pouvoir dégager certains axes, certains éléments pouvant permettre d'expliquer des phénomènes de façon scientifique, de façon naturelle, sans avoir recours au surnaturel. On se souvient par exemple du mot dans ce cas maintenant de quelqu'un, je dirais que c'est William James qui avait dit « Aucune interprétation mystique ne doit pas être tentée tant qu'une explication, tant qu'une interprétation plausible et logique, non, tant qu'une explication scientifique demeure plausible. » Dans ce cas-là maintenant, on ne va pas s'aventurer pour dire quelque chose est surnaturel, telle chose n'est pas surnaturelle, mais on veut chercher, on veut comprendre.
il y a encore quelqu'un qui a parlé de l'effet placebo. Mais l'effet placebo, ça n'entre pas dans le cadre de la parapsychologie, c'est dans le cadre de la médecine psychosomatique, de la médecine générale. Pas oublier qu'à l'inverse de l'effet placebo, il y a aussi l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est je plairai, mais l'effet nocebo, je ne plairai pas. Parfois, on rencontre des résistances, même dans le cas de l'effet placebo. Donc, alors, on parle de l'effet nocebo. Donc, oui, vous avez aussi parlé, par exemple, dans des cas, vous avez associé certains éléments tels que, vous avez parlé maintenant, est-ce qu'on peut approcher le problème de façon plus logique, de façon plus scientifique? Mais on ne doit pas se montrer hypocrite dans ce sens. Il y a une réalité qui demeure. On attire l'attention sur le problème, mais on ne dit pas à quelqu'un d'agir de telle ou telle façon. La possibilité existe. J'ai même cité maintenant un prophète de la Bible qui avait fait une sorte, qui s'est comporté de la même façon, qui a fait appel maintenant au cours d'une méditation, au cours de sa prière, ou bien au cours d'une évocation, pour que les eaux viennent manger 42 enfants. Ce n'est pas maintenant, on ne justifie rien, on veut tout simplement chercher à comprendre. Parce que la science actuelle a son bon côté, mais la science ne peut pas tout expliquer, parce que la science aussi comporte des limites, ne serait-ce que dans son état actuel. Pour ceux qui a parlé de Ana, c'est ça. Ana, c'est ce qu'on appelle la prière de mort, qu'on pratique par exemple, surtout dans les îles polynésiennes, surtout à Hawaï. Dans ce cas maintenant, ce sont les gens, les sorciers qui se réunissent et qui prient pour la personne. Et la personne meurt. Sans communication, sans rien du tout. Mais si je me reporte maintenant à ce que je dis à propos de la physique quantique, de la physique moderne, si je me reporte à cet aspect du problème, on voit que maintenant la dimension non locale de ce problème est tout à fait intéressante dans la mesure où il ne s'agit pas d'action locale, mais d'action non locale. Le Ana signifie prière des morts. Et on s'est rendu compte, surtout chez les Kauna, que, pour que cela est possible, il y a cette notion de culpabilité. Il y a une culpabilité qui entre dans le cadre d'une culture générale. Et c'est toujours le même principe qui a été posé à propos de la justice dont vous parliez tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, à savoir que quand on intervient dans ce genre de choses-là, il faut qu'on veut faire justice. Si on a violé quelqu'un, si on a dérobé ses biens, si on fait du mal, or toutes ces sociétés-là se fondent sur l'harmonie entre ses membres. Immédiatement que vous volez cette harmonie, que vous passez à côté de cette situation, de cet état d'harmonie, vous êtes victime. Là, c'est une façon maintenant de cimenter les relations entre les différents membres de telle ou telle société, de telle ou telle collectivité. Donc, en résumé, le rasoir d'Occam et la phrase de... son nom m'échappe, mais l'homme a live de ses instruments de mesure, Gaston Bachelard. Oui, Gaston. Deuxième lot. Oui. Deuxième série de personnes, Stéphane Jean-Louis, Paulson Pierre-Philippe et Jéroboam Joseph. On commence avec Stéphane Jean-Louis. Merci, professeur. Bel exposé. Monsieur L'Homme, je vous salue. Je vous salue et tous les téléspectateurs. Tenant compte de toutes les pratiques qui se font dans la zombification en Haïti, tenant compte du Mambo Zaï qui a parlé de ce processus scientifique qu'est la zombification, tenant compte de toutes les réalités associées, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique sur la zombification, est-elle plausible de dire que la zombification est un processus scientifique ou elle est une discipline, elle est une pratique que nous autres en Haïti nous faisons? Deuxièmement, si nous considérons de manière exacte les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances, nous pouvons dire à chaque fois qu'il y a un processus de zombification, moi-même j'ai été témoin, il y avait une personne qui était morte et on a assisté à son réveillement, je pourrais dire comme ça, réveillement, ressuscitation. Il a été appelé à devenir vivant puisque vous avez réfuté de manière parapsychologique
que le concept mort-vivant, vous autres, vous ne l'acceptez pas. Et lui-même, il a été jugé après avoir été réveillé et il a été trouvé qu'il n'était pas coupable de ce qu'on lui a reproché. Et il y a quelqu'un qui a racheté sa liberté et de fait, jusqu'à aujourd'hui, il est là. Donc, est-ce que la zombification est un processus qui pourrait être attribué à la science ou à un phénomène social? Merci. Bonjour. Oui, ma question s'intéresse à l'aspect parapsychologique. L'aspect parapsychologique qui, comme vous l'avez mentionné, est la capacité de certaines personnes de pouvoir à distance agir et obtenir à peu près les mêmes résultats des interventions directes physiques qui provoquent la zombification. Moi, je me demande, est-ce que certains phénomènes pédagogiques certains phénomènes où les gens pratiquement font un lavage de cerveau sur les personnes pour les mettre dans un état intellectuel déficient ou quasiment inexistant, ou même dans des états psychiques totalement légumes, si on peut dire comme ça. Est-ce que ces phénomènes-là peuvent rentrer dans des cas de parapsychologie parce que ça utilise les mêmes procédés à distance, on n'a pas besoin d'être directement en contact avec la personne et on provoque un état de déficience mentale tel où la personne se retrouve dans un état de zombie. Est-ce que cela aussi ne peut pas s'apparenter à de la parapsychologie? Bonsoir. Bien que nous avons abordé le sujet sous aspect ou bien son approche parapsychologique, mais cependant, je ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire je ne pas jeter toute base, tout travail, toute avancée que nous avons considéré au fait sous zombification. Dans ce sens, pendant que je prêté dans le sujet, et pour nous de manière parapsychologique, moi je voulais questionner le rôle, qui relation qui gagne entre force paranormale ça, que nous avons dit que nous supposons qu'il existait dans la culture par nous-mêmes et la culture vaudou par nous-mêmes, côté que nous gagnons non seulement puissance ou bien encore force ça, côté que nous n'a fait tourner zombie, mais c'est côté c'est pas seulement une force utilisée pour faire moun soit endormi, soit passer d'une étape à l'autre. Je vais parler de l'étape de suspension de la vie, mais côté que moun ça a subi un ensemble de, par exemple, zombie, c'est pas question de état de suspension de la vie, mais lorsqu'on on polytraumatisé ou encore un monde qui ont multiple traumatisme multiple suite avec un AVP et pourtant des moun ça et la passé comme zombie. Ça veut dire qu'il faut nous questionner le rapport force paranormale ça qu'a gagné parce que là c'est pas question de un monde qui juste transposer mais son monde qui subit un ensemble de transformations que nous obligés comme si questionner force paranormale ça sous lui parce que tétrodotoxine nous-mêmes nous chita sous lui déjà nous que le manquer. Dans ce sens ça nous t'avons comme si prendre en considération et force paranormale ça qui a une capacité que moun est polytraumatisé et puis il refait vie normale là nous t'avons questionner et force paranormale ça là un monde qui enterré ça veut dire qui t'a supposé mourir par fusil qui relève et qui pas mourir vraiment et puis qui relevé là nous t'avons considérer que force paranormale ça que nous gagne dans culture noire comment nous ca joindre et vérité à l'aspect zombification. Sans jargon médical, hein, parce que c'est on étudie en médecine qui parle en médecin. Nous-mêmes, nous bien envie de comprendre AVP, poly, traumatisé, etc. Bon. Nous avons envie de comprendre très simplement. Les forces paranormales, bon, ça c'est un adjectif qu'on a ajouté au mot force. C'est-à-dire qu'il y a réellement ce qu'on appelle des forces inconnues.
en chaque homme. Prenons un exemple simple. Prenons, et dans l'échelle de l'évolution, il y a par exemple des animaux qui ont le pouvoir de se guérir. Il y a par exemple, mais plus on monte dans l'échelle de l'évolution, plus on perd cette capacité. Par exemple, nous avons, et surtout chez les anolis, chez certaines espèces, qui ont perdu la queue ou bien une jambe, ça repousse. Mais avec les hommes, ce n'est pas la même chose parce que nous sommes à un niveau supérieur de l'évolution. Or, le prolongement peut se faire à partir de l'éveil des forces que nous avons en nous, des forces maintenant, des capacités, des dons, si vous voulez, extraordinaires que nous ne maîtrisons pas souvent, que nous utilisons mal. Si nous les utilisons de façon constructive, de façon positive, nous pouvons réaliser certaines choses. De plus, on ne saurait transformer les gens en légumes si ces gens sont solides. Psychiquement, il faut être solide, il faut être fort. Or, ceux-là qui font ce travail, qui font cette pratique, le font à leur propre dépens. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas capable de prendre aucun monde ou mettez en servitude. Vous en porterez la responsabilité, même si il y a un monde qui est là, mais qui n'est pas d'accord avec la position morale. C'est comme si, c'est une loi, il y a ce qu'on appelle cette loi. Vous frappez, vous recevez aussi. Vous, justement, c'est le choc en retour. C'est la loi du boomerang. Vous frappez. Or, il y a le principe, il y a ce qu'on appelle, et en métaphysique, le principe circulaire. Vous frappez, ça fait un tour et ça vous revient. De sorte qu'il revient à chaque personne de savoir comment agir. Est-ce que j'agis dans le sens de l'harmonie collective, dans le sens du bien de la communauté? Est-ce que j'agis de façon égoïste? Est-ce que j'agis pour moi? Donc, si on agit dans le sens de la communauté pour pouvoir aider la communauté, pour encadrer la communauté, pour permettre son évolution, donc on travaille pour l'harmonie. Mais si on veut détruire les autres, comme l'a souligné le deuxième et le dernier intervenant, donc si on travaille pour détruire les autres, maintenant, vous en paierez les conséquences. Pourquoi? C'est parce que la loi, tout homme constitue un tout. L'homme est un tout. À un certain niveau, nous sommes séparés les uns des autres. Il y a ce qu'on appelle en physique quantique la loi de l'intrication. Nous sommes liés. Si je fais du mal à quelqu'un, je reçois aussi les conséquences. Parce que nous avons lié fondamental que nous, pas ouais, je suis uni aux autres, les autres sont unis à moi, vous êtes un autre moi-même, lui, il est un autre moi-même. Donc dans ce cas maintenant, c'est l'harmonie qui doit rayer entre nous, sinon, ce sera le pire. Oui. En d'autres termes, deuxième point de la table des mots d'Hermès Trismégis. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le microcosme correspond au macrocosme, le macrocosme correspond au microcosme. Et on met fin. Tout est un. Et on met fin, je crois que c'est le principe même de la chimie, et on met fin à cette émission de Café Philo, que je suis sûr qui a généré encore beaucoup plus de questions, de débats que de réponses. Mais toute chose a une fin. On se retrouve mardi prochain pour un café encore plus chaud. Merci à tous. En carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre.